Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser au taux de crédit immobilier. La baisse est en train de se confirmer. Non, tout ne va pas mieux. Le cri de cœur du patron du pôle Habitat FFB Grand Paris. Attention, la construction, il y a encore des efforts à faire. Mais justement, toujours dans la promotion immobilière, on verra comment les petits promoteurs s'en sortent actuellement avec un exemple concret. Smart Imo, c'est parti. Tout de suite, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau des taux de crédit immobilier? Apparemment, on est sur une baisse, on en parle avec notre invitée, c'est Sandrine Allonnier. Sandrine, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes porte-parole de Vous Financer et avec vous, donc vous financez le courtier en crédit immobilier et vous avez cette vision finalement globale du marché, qui fait quoi ou quelles sont les banques qui baissent le plus les taux en ce moment. Alors effectivement, première question Sandrine, est-ce que c'est réellement en train de baisser par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques mois? Alors en avril, on a eu quelques petites tensions avec quelques hausses de taux dans plusieurs banques. Et là, au mois de mai, la bonne nouvelle, c'est que la moitié des banques ont à nouveau baissé leurs taux. Donc la plupart des grilles qu'on reçoit en début de mois étaient orientées à la baisse. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. On avait par exemple une banque nationale qui avait augmenté ses taux d'1/4 de point, qui les a rebaissés de 0,22. Donc ça traduit le fait que les banques ont cette volonté d'être compétitives pour capter de nouveaux emprunteurs et c'est un très bon signal. Alors juste avant de dévoiler les nouveaux taux pour ce mois-ci, je voudrais savoir, il faut préciser que c'est important pour les banques parce que c'est assez vital aussi pour elles, c'est un moyen de capter des nouveaux clients, c'est pratiquement le seul moyen, le seul moment où on va changer de banque, faire un crédit immobilier. Oui, oui, tout à fait. Vraiment, le crédit immobilier est un produit d'appel pour les banques qui va leur permettre de capter des clients et plutôt de jeunes clients parce que c'est vrai que la clientèle des banques vieillit comme la population et du coup ils ont besoin chaque année de renouveler leur clientèle et pour cela ils se fixent des objectifs de production de crédit, des objectifs à atteindre et il est pour elles parfois plus ou moins difficile d'atteindre ces objectifs en fonction de la vigueur du marché si je puis dire mais également en fonction de leur positionnement de taux et là c'est très important parce qu'on est dans un marché de reprise et les banques ont en plus des objectifs de production de crédit de 10% supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc, elles veulent vraiment prêter. Et pour ça, elles se livrent une concurrence interbancaire parce qu'elles ont toute cette stratégie de gagner des clients via le crédit immobilier. Et comme on a un retour en plus des jeunes emprunteurs, des primo-accédants, elles savent que c'est maintenant le moment, en ce printemps de l'immobilier, d'aller capter ces clients. Et c'est aussi ça qui tire vers le bas les taux de crédit. Alors justement, ces taux de crédit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On se souvient des taux, on ne va pas dire stratosphériques, mais on était à 4, 4,5 il y a encore un an. Aujourd'hui, là, en mai 2025, à combien on est? À combien on peut emprunter? Alors, en moyenne, on peut emprunter à 3% sur 15 ans, 3,2% sur 20 ans et 3,4% sur 25 ans. Mais ça, ce sont vraiment des taux moyens sur les barèmes, ce sont des taux affichés. Mais si on regarde dans le détail et les taux effectivement accordés, bien au mieux, on a réussi à négocier du 2,6% sur 20 ans. Alors, c'était pour un couple de primo-accédants qui gagnait plus de 80 000 euros de revenus. Pour ce même type de profil, on a eu du 2,8 sur 25 ans. Donc, on peut encore aujourd'hui emprunter à moins de 3% sur toutes les durées, à condition d'avoir un bon dossier, c'est-à-dire 10 à 20% d'apport personnel, d'être de préférence en couple parce que c'est plus sécurisant pour la banque. Bon, primo-accédant, on l'a dit, moins de 35 ans, et puis des revenus à potentiel. En CDI, bien évidemment, et des revenus à potentiel. Pourquoi? Parce que la banque va anticiper que ces jeunes vont construire leur vie financière et que pour ça, ils vont prendre progressivement des produits dans la banque. Alors au début, ce sera peut-être un crédit conso pour finir l'aménagement de l'appartement. Puis la naissance des enfants, ça pourra donner lieu à des livrets A, des assurances vie, etc. Une assurance auto s'ils achètent une voiture. Et donc, c'est tous ces produits-là qui vont permettre de rentabiliser le crédit sur la durée. Et les banques calculent vraiment le potentiel de rentabilité de chaque client. Ouais, alors mauvaise nouvelle entre guillemets pour les indépendants, même si on les finance aussi, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe. Clairement, quand on a cette baisse des taux, ça équivaut à quoi si on avait la même somme d'argent en 2024 et en 2025, on peut acheter un peu plus grand, on peut se financer avec plus d'apports?
Oui, de oui, tout à capital. fait. Et c'est pour ça aussi qu'on voit le retour notamment des primo-accédants. C'est parce que mécaniquement, cette baisse des taux de 1 point globalement depuis 1 an a resolvabilisé les emprunteurs. C'est-à-dire qu'un couple qui gagne 4 500 € de revenus, il va pouvoir rembourser 1 500 € par mois. Et bien lui, il va pouvoir emprunter 20 000 € de plus qu'il y a 1 an. Donc il va être aux alentours de 270 000 €. Et grâce à ces 20 000 €, ça veut dire qu'il peut acheter en moyenne 7 mètres carrés de plus. Mais dans des villes où on est à 1 500 € le mètre carré, comme Saint-Étienne, ça va être eh bien, du coup plus de 10 mètres carrés de plus, donc une pièce en plus. Donc ça va vraiment avoir Oui. un vrai impact, surtout que dans le même temps, les prix ont baissé hein, de 5 à 10% et les salaires ont aussi augmenté. Donc tout ça fait que globalement, voilà, on est quand même dans une situation très favorable aux acheteurs. Ouais, on a eu un coup de boost aussi sur le fameux prêt à taux zéro. Alors expliquez-nous, Sandrine, comment ça fonctionne. Qui a accès? La base a été élargie récemment. Oui, tout à fait. Depuis le 1er avril, on peut à nouveau bénéficier du prêt à taux zéro qui va permettre de financer jusqu'à 50% du montant du bien à 0%. Et ça va surtout être possible pour l'immobilier neuf, donc quand on achète en VFA, ou la maison individuelle, qui ne pouvait plus en bénéficier depuis 1 an. Ça existe aussi dans l'ancien, mais c'est sous condition de travaux, il faut faire beaucoup de travaux. Et ce qui est bien, en fait, c'est que eh bien, ce prêt à taux zéro va être, dans la plupart des banques, également doublé. Donc on va pouvoir avoir 20 000 € de plus à 0%. Et on peut avoir d'autres prêts complémentaires quand on achète un bien neuf. Donc résultat, avec un prêt à taux zéro, au lieu d'emprunter à 3%, et on va avoir un taux moyen qui va être un équivalent de 1%. Donc ça fait vraiment baisser significativement le coût total du crédit. Donc là aussi, c'est un vrai coup de pouce pour les jeunes. Et ça se voit, les constructeurs de maisons individuelles voient aussi leurs chiffres redécoller. Donc ça contribue vraiment à la reprise du marché et au retour des primo-accédants. Sandrine, vous avez parlé justement de printemps de l'immobilier. On est dans cette période, c'est vrai, où voilà, il fait un peu meilleur, on se projette un petit peu plus, on a peut-être des envies de changement. Est-ce que ça se confirme, cette période en ce moment? Est-ce que le marché est en train de repartir d'une manière générale et dans la construction et dans les transactions? Oui, oui, tout à fait. Alors, le printemps de l'immobilier, c'est lié tout simplement parce que souvent, les gens veulent déménager pour le mois de septembre. Oui. Enfin, ils veulent être dans leur nouveau logement pour le mois de septembre pour l'école. Donc, souvent, c'est vrai qu'on a beaucoup de transactions entre le mois de mars et le mois de juin. On a tous les spéciaux immobiliers dans la presse, etc. Donc, c'est vrai que c'est un moment propice. Et là, ça se confirme. Hein, cette année, vraiment, tous les voyants sont au vert. On a des signes de reprise très significatifs. Par exemple, si vous financez, sur le premier quadrimestre, c'est 45% de crédits qui ont été intermédiés, de plus que l'année dernière. La Banque de France fait aussi état d'une hausse de la production de crédit, notamment au mois de mars. Donc, on a vraiment tous ces voyants au vert, tout simplement parce que la demande revient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les pans d'emprunteurs qui sont de retour. On l'a dit pour les primo-accédants, Oui. aussi parce que les banques sont plus flexibles, notamment sur l'apport personnel. On a aussi les secondo-accédants, ceux qui revendent pour acheter plus grand. Eux avaient disparu du marché quand les taux étaient à 4%. Ils ne voulaient pas lâcher un taux à 1 pour réemprunter à 4. Là, avec des taux à 3%, c'est psychologiquement moins compliqué. Et on a également le retour des investisseurs, Oui. notamment les primo-investisseurs, ceux qui achètent pour la première fois et qui, peut-être dans un contexte de volatilité boursière que vous connaissez bien, eh bien, voilà, préfèrent se tourner vers l'immobilier comme valeur refuge. Donc, ça, sur les petites surfaces, on a aussi beaucoup ces retours des primo-investisseurs. Donc, tout ça fait que, oui, là, on a un vrai regain de demande qui sera évidemment à confirmer dans les prochaines semaines. Sur les investisseurs, bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu des mauvaises nouvelles sur le LMNP avec un petit coup de rabot, là, notamment sur l'amortissement. Pour autant, ils reviennent malgré la fin de la loi Pinel. Oui, oui, tout à fait. On a plutôt des investissements dans l'ancien, tout simplement parce que quand on a 40, 50 000 € de primes, d'argent de côté, etc., et qu'on veut les placer, eh bien, dans le cadre de la diversification d'un patrimoine, et également, voilà, comme valeur refuge, eh bien, l'immobilier fait vraiment son grand retour. Donc, on a pas mal de tensions, notamment dans des villes moyennes, où des gens de 30 ans vont pouvoir s'acheter voilà, un 2 pièces qu'ils pourront louer. Bon, c'est le cas notamment à Toulouse, mais on en voit aussi dans d'autres villes moins connues comme Narbonne ou bien Chartres, Rouen, etc. Donc on a vraiment le regain de ces primo-investisseurs. Et à Paris, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui ne peuvent pas acheter pour se loger, parce qu'ils ne peuvent pas acheter une surface suffisante, hein, à 10 000 € le mètre carré, mais on les appelle les tanguistes. Ils vont rester vivre chez leurs parents, mais ils vont quand même vouloir profiter de l'investissement en tant que placement et quand même acheter une petite surface, un studio, une chambre de bonne pour commencer
commencer à rentrer sur le marché immobilier. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on voit depuis un an maintenant. Et voilà, si on peut utiliser effectivement ces capacités de crédit, pourquoi pas. En tout cas, bonne nouvelle du côté de l'immobilier avec ce printemps, que ça repart du côté de l'immobilier avec des taux en baisse. Merci Sandrine Alonier, je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer et à très bientôt, À bientôt. sur Smartimo. Et tout de suite, dans Smartimo, on s'intéresse au sujet de la construction. Non, tout ne va pas mieux, c'est ce que nous dit Marc Gédou. Il est président du pôle Habitat FFB Grand Paris, et ça tombe bien, il est avec nous. Bonjour Marc Gédou. Bonjour Fabrice. Non, tout ne va pas mieux. Alors, on se pose cette question sur la crise de la promotion immobilière. On sait qu'on est en pleine crise, que c'est compliqué, qu'on est sur des temps longs, qu'il faudrait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait, que les promoteurs sont actuellement à l'arrêt. Alors, certains nous disent, bah voilà, il y a des choses qui vont un petit peu mieux du côté effectivement des financements, de la construction, on arrive à retrouver du foncier. Et vous dites au contraire, non, tout ne va pas mieux, attention. Attention, oui, c'est vrai que ce qui s'améliore en fait, ce sont les ventes, puisqu'on a vu que les crédits immobiliers ont fait une progression de 14%. Depuis le début de l'année, ce qui est assez considérable. Nos clients sont financés, nous arrivons à vendre, mais le stock ne se renouvelle pas. Donc ce qui fait que dans une chaîne de production, et on l'a vu au moment du Covid, si vous n'arrivez pas à produire, vous n'avez pas de chiffre d'affaires parce que vous ne pouvez pas vendre. Oui. Donc là, c'est ce qui va se passer. Pas ce qui va se passer, on est en plein dedans. Puisque cette année, on a mis sur le marché en Ile-de-France 9200 logements. C'est ce qu'il y a de plus bas depuis 64% de moins que la moyenne de 10 ans. Et c'est le chiffre le plus bas depuis 93. Et la 93, on s'en souvient peut-être pas pour les plus jeunes, mais c'est une crise majeure. Et là, on est dans une crise majeure. On est dans une crise majeure. Effectivement, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été cassé en tout cas par le financement, mais il y a eu plein d'autres problèmes, on va dire. Hein. C'est vrai que les matériaux ont explosé, la main-d'œuvre, etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Parce que certains nous disent il y a quand même des facteurs d'amélioration. Alors les facteurs d'amélioration, c'est les coûts de construction qui étaient montés à des prix complètement déraisonnables et hors normes. On ne pouvait plus construire à ces prix-là. Ils se sont assagis, mais on est parvenu, on est quand même 15 à 20% plus cher suivant les matériaux par rapport à ce qu'on avait avant 2022. Donc déjà, c'est plus cher. Est venu s'ajouter l'inflation des normes, notamment la RE 2025, qui arrive cette année, et qui aussi enchérit les coûts de construction parce qu'il faut être plus performant, utiliser des matériaux qui sont moins diffusés, donc plus chers. Et on est vraiment dans un effet de ciseau parce que les prix de vente, eux, du fait de l'augmentation des taux, on était à moins de 1% avant 2022. Ils ont diminué. Maintenant, on arrive à trouver des financements, c'est tout récent, qui sont en dessous de 3% pour 25 ans, pour les bons dossiers, avec un peu d'apport, ce qui est très bien. Mais là, les prix de vente ne peuvent pas augmenter plus et on est trop cher dans le neuf parce qu'il y a une pénurie. Et la pénurie est vraiment très criante. Alors on dit que souvent cette pénurie ou ces coûts, ils commencent dès le début, quand on lance les opérations, c'est-à-dire sur le foncier, où on est sur des coûts énormes, notamment là aussi à cause de la réglementation, à cause de ce fameux ZAN qui a un petit peu bloqué cette extension. Alors on a beaucoup moins de foncier à notre disposition, donc quand on est sur des appels d'offres et des consultations, on est plusieurs dizaines, voire plusieurs vingtaines à concourir, et ça contribue. Il y a toujours un des candidats qui fait un pari sur une augmentation future des prix des logements, et puis quelquefois les opérations, et une fois sur trois, l'opération n'aboutit pas, parce qu'il n'arrive pas à se commercialiser à ces prix-là. D'accord. Et donc on est vraiment en effet de ciseau, avec un autre effet, c'est que nos clients, ce qu'on appelle la pré-commercialisation, tant que les travaux ne sont pas commencés, ont du mal maintenant à signer un contrat de réservation, sauf pour les appartements qui sont d'exception, dernier étage, terrasse, où là, on a cette demande, mais pour les appartements en étage courant, ils disent on va attendre que le chantier démarre pour regarder. Donc on a besoin aussi de ce qu'on appelle des ventes en bloc auprès des organismes sociaux, parce qu'on nous impose en fait un quota de logements sociaux pour pouvoir démarrer les opérations, parce que les banques demandent un quota de 40%, 30 à 40% minimum de chiffre d'affaires pré-réservé avant d'acheter le terrain. Ouais, mais alors justement, ce qui est étonnant, Marc Gédou, c'est qu'on sait que d'un autre côté, les Français veulent se loger, que c'est une dépense contrainte de plus en plus forte. Est-ce que le logement collectif n'est pas le grand oublié finalement des politiques actuelles ? Alors, dire qu'il est oublié, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un effet d'annonce avec le PTZ qui a été à nouveau ouvert dans les régions pour les constructeurs de maisons. Oui. Mais il faut voir que c'était un champ de ruines avant. On était à moins 70%. Mais là, le logement collectif, en fait,
Il a été, c'est vrai que la fin du dispositif Pinel a fait que déjà 40% des ventes ont disparu. Les investisseurs ne viennent plus parce que c'est plus intéressant pour eux. Ils sont attentistes aussi. On a des contraintes. Donc il faudrait que le gouvernement, mais qui en fait, faut quand même louer le travail de Valérie Létard, puisque le PTZ elle l'a remis. Et là, la ministre du Logement, excusez-moi, qui connaît extrêmement bien ces dossiers, qui est très proactive et qui arrive, malgré les contraintes budgétaires de l'État, elle est à notre écoute et arrive à débloquer les dossiers. Et là, on attend vraiment, pour convaincre les investisseurs de revenir sur le marché, cette nouvelle loi sur le statut des bailleurs privés, qui permettrait en fait de mettre à égalité l'investissement immobilier par rapport à d'autres investissements. Parce que là, actuellement, j'ai employé le terme un peu brutal, on est tellement matraqué que ce n'est pas très attractif pour les investisseurs, à telle enseigne que les professionnels, les investisseurs institutionnels, vous allez comprendre, dans le locatif libre, ne représentent plus que 5% des investissements, ce qui est rien. C'est vrai qu'on a eu un retrait de ces grands acteurs institutionnels et sans le soutien, on se dit, effectivement, des grands organismes Action Logement ou CDC Habitat, les promoteurs, on se demande comment ils vont faire pour écouler. Alors il faut d'abord louer les engagements qui ont été tenus par l'Action Logement et CDC Habitat, parce que sans eux, beaucoup d'opérations, pratiquement les 3/4 ne seraient jamais sorties. Ce qui en fait qu'actuellement, les entreprises de bâtiment ne sont pas en si mauvaise forme, parce qu'elles profitent, parce que ça dure 2 ans, le temps de construction, elles profitent de l'investissement qui a été fait par CDC Habitat. Ils ont été acheteurs en dernier ressort finalement. Ils ont été acheteurs pour permettre de débloquer les opérations qui n'avaient pas le quota de précommercialisation suffisant pour être financées. Voilà. Donc c'était vraiment... faut louer leur travail, mais leurs fonds propres sont pas... c'est pas une poche sans fond, hein, donc ils sont limités. Et là, les fonds propres, ils vont quand même en garder pour essayer aussi d'entretenir leur parc, de le rénover. Bien sûr. Parce que c'est quand même très important de pouvoir rénover et respecter la nouvelle réglementation thermique. Marc Gédou, j'ai envie de vous demander aujourd'hui quelles sont les solutions concrètes pour relancer rapidement, si possible, la production de logements. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Malheureusement, rapidement, je ne suis pas très optimiste parce que il faudrait débloquer les projets. C'est ça qu'il faut faire. Débloquer les projets dont les permis de construire sont suspendus, soit ont été refusés. On est à moins d'1 an des élections municipales. Qui bloquent en général. Qui bloquent, et c'est comme ça depuis des décennies, avant chaque échéance municipale, la délivrance des permis de construire chute. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Donc là-dessus, à court terme, pour répondre à votre question, je ne suis pas optimiste. Par contre, à moyen terme, il faut en fait, quand on dépose un permis de construire, parce que nous, c'est des permis de construire qui sont négociés avec les villes, quand vous déposez un permis de construire, vous avez des services associés, les pompiers, les services de l'eau, les architectes des bâtiments de France, qui examinent le dossier dans leur coin, sans discuter entre eux, sans discuter avec nous. Il faudrait qu'il y ait une mutuelle. Il faudrait qu'il y ait une mutuelle après le dépôt d'un permis, par exemple 2 mois après le dépôt du permis, qu'il y ait une réunion qui soit organisée par la collectivité qui va délivrer le permis de construire, pour réunir ces acteurs et pouvoir discuter entre eux. Quelquefois, on a des avis contradictoires qui bloquent les projets, parce qu'on a le pompier qui met un avis négatif, et puis la BF a dit oui, mais c'est moi qui ai imposé telle prescription, donc le maire n'a pas d'autre choix que... Donc parler ensemble finalement. Parler ensemble. C'est des facteurs humains, ils sont très importants. Hein. Voilà, si tout ne va pas mieux, il y a quand même des facteurs d'espoir et c'est tant mieux. Merci Marc Gédou. Je vous remercie Fabrice. Je rappelle que vous êtes président du pôle Habitat FFB Grand Paris. À très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup. On s'intéresse tout de suite à ce qui se passe du côté de la promotion immobilière, un modèle en crise. Alors est-ce que ça va mieux en cette année 2025? C'est la question qu'on va poser à une experte qui connaît très bien ce milieu, notre invitée Emmanuelle Berda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Schéma Immobilier, une entreprise que vous avez fondée après avoir connu une longue carrière avec les grosses entreprises de la promotion immobilière. On va s'intéresser avec vous sur ce qui se passe sur ce marché compliqué depuis 2 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Une première question, Emmanuelle, on nous dit que les marges ont fondu ces dernières années de 17% à seulement 7%. Comment on fait dans ces conditions pour continuer la promotion immobilière? Alors, les marges de 17%, voire de 20%. Oui, les belles années. Je les ai connues dans les belles années, je dirais les années 2005 et un peu plus. Ça fait un moment qu'on n'en a pas vu de telles. Ça arrive de temps en temps de façon exceptionnelle. Aujourd'hui, quand un promoteur fait 7% de marge, il est très heureux. Voilà. Sachant qu'il peut compléter ses revenus par ce qu'on appelle les honoraires de gestion, ce qui lui fait un cash flow d'environ 14%. Ça veut dire que l'opération se porte correctement.
D'accord. Ça, c'est pour démarrer. Et ensuite, malheureusement, souvent, on a des mauvaises surprises. Alors, en ce moment, les promoteurs, évidemment, ils ont envie de réagir face à ces sujets de marge. Et leur première action, c'est la baisse des frais de fonctionnement. Ils diminuent tous leur nombre de collaborateurs. En l'espace de 2 ans, il y a eu des coupes sombres de 25 à 30% des collaborateurs. Oui, alors ça c'est pour les plus gros promoteurs, on l'a vu hein, chez les grands noms évidemment, mais également on a vu chez les plus petits promoteurs, il y a eu pas mal de casses, il y en a même qui ont déposé le bilan. Exact, il y a eu, je crois, 200 promoteurs qui sont en redressement judiciaire depuis ces dernières années. Oui. Donc, diminuer effectivement le nombre de collaborateurs, c'est ce qui paraît être la première constante. Après, il y a suppression de certains services, des services qui sont plus fonctionnels et moins opérationnels. On fait plus appel à la sous-traitance. Et puis, il y a pas mal de promoteurs qui déménagent ou qui réduisent leur emprise de bureaux. Oui. Ça leur permet de faire des économies assez conséquentes. J'ai une question, excusez-moi de vous couper, Oui. pour justement quand vous dites 200 promoteurs, ces promoteurs ils avaient peut-être des projets, des chantiers en cours. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand voilà, un chantier a été commencé et qu'il n'y a plus d'argent? Alors, ça dépend des situations et ça dépend où on en est, mais aujourd'hui, pour démarrer une opération de promotion immobilière, il faut avoir ce qu'on appelle une GFA, une garantie financière d'achèvement, qui est fournie par la banque, sous réserve d'un taux de précommercialisation relativement suffisant. Je dirais aux alentours des 40%. Donc, la banque prend le relais du promoteur défaillant. Ou alors, les promoteurs trouvent une solution pour revendre leurs opérations à d'autres promoteurs qui seraient un peu moins affectés. Alors cette crise immobilière, elle part, nous dit-on souvent, de ce qui se passe du côté du terrain, du foncier, hein, avec des prix devenus complètement inaccessibles. Et puis en plus avec des normes, le ZAN, zéro artificialisation net, qui a pénalisé encore et réduit le foncier. Quelle stratégie on adopte face justement à ce manque de foncier ou ce foncier extrêmement cher? Alors c'est une stratégie qui date pas de cette année, hein, qui existe depuis déjà quelques années. On travaille déjà sur des sujets qui sont un peu moins évidents. Par exemple, habituellement, on va aller chercher des parcelles où il y a des maisons, refaire du remembrement ou un petit immeuble, on va le démolir. Aujourd'hui, on va travailler sur des friches industrielles, des ateliers, pourquoi pas des parkings. On va également travailler sur la transformation d'actifs. Ça, c'est le gros sujet de ces toutes dernières années. Oui. Les bureaux, aujourd'hui, il y a trop de mètres carrés. Ils sont plus tout à fait... il y en a pas mal qui sont plus tout à fait fonctionnels. Donc, on est en train de réfléchir à comment les transformer. C'est moins problématique pour les villes parce que les bâtis existent déjà et on vient juste transformer l'intérieur et la destination. Et puis, il y a beaucoup de promoteurs qui commencent à s'associer dans des opérations de copromotion, ce qui était beaucoup plus rare avant. Très bien. Comment, face justement aux normes, aux réglementations, on l'a un petit peu évoqué, on sait qu'il y a la réglementation énergétique, la RE 2020, la 2025 et puis la 2028 qui arrive. Comment on fait face également à cette avalanche de normes qu'on a connue ces dernières années, Emmanuelle Bernard? Plus de 2000 normes dans le bâtiment. 2000 Ah oui. Oui. Donc c'est monstrueux et je crois que c'est sans fin. Je ne sais pas si en changeant de gouvernement, on arrivera à calmer les ardeurs. Il y a du plus à avoir de la réglementation et des normes. Ce n'est pas que des aspects négatifs. D'abord, on a des bâtiments qui ont de meilleure qualité, meilleure performance globale, une durée de vie qui est plus longue, une baisse des coûts d'entretien, mais ça demande une adaptation constante des acteurs. Oui. Ça a aussi un bon côté, c'est qu'on se réinvente, mais en même temps, on passe beaucoup de temps à travailler sur des sujets et il vaudrait mieux qu'on passe du temps à travailler sur d'autres. Le moins, c'est les coûts de travaux. En 10 ans, on a pris entre 25 et 30% du coût de travaux. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et chaque réglementation thermique va nous coûter à peu près 10% de surplus de coûts de travaux. On a eu la RT 2012, la RE 2020, la RE 2025 en ce moment. On prépare la 2028 qui arrive. On nous demande déjà, certains bailleurs nous demandent déjà d'être sur certains des points de la norme RE 2028. Donc c'est compliqué. Ouais. En même temps, il ne faut pas baisser les bras. C'est ce que vous faites en ayant créé votre structure, Schéma Immobilier. Sur quel type de modèle aujourd'hui vous travaillez? Alors, Schéma Immobilier, c'est un promoteur indépendant qui aujourd'hui travaille sur des opérations de copromotion avec des partenaires. Nous venons d'ailleurs de signer une opération avec Care Promotion sur un foncier à Argenteuil pour développer une opération de 70 logements.
Donc mon schéma, c'est du résidentiel, Mhm. soit en accession à la propriété classique, soit en social, Oui. et des résidences gérées. Co-living, résidence étudiant, résidence hôtelière, etc. Comment on fait justement, parce qu'on sait que tout ça nécessite des capitaux, pour lever des fonds quand voilà, les banques se montrent un petit peu plus frileuses, se font un peu tirer l'oreille. En plus, c'est vrai qu'on avait une problématique de taux assez importante, mais qui est en train de diminuer. Alors, les levées de fonds ou les différents types de dettes, je vais les aborder brièvement. C'est pas tout nouveau, ça existe depuis un moment, mais c'est vrai que les acteurs de la promotion s'y intéressaient moins. Ils étaient en dette senior classique, ils allaient à la banque, ça finançait les moments où on était en négatif. Et aujourd'hui, on va faire appel à de la dette mezzanine, par exemple. C'est une dette qui va être remboursée après la dette senior Oui. et qui peut être en complément de la dette senior, et qui va être donné par des fonds ou des investisseurs. On va également compléter nos financements bancaires ou créer des financements bancaires par des clubs deals. De 2 à 10 promoteurs, Mhm. 2 à 10 investisseurs vont s'associer pour monter une opération ensemble. Ensuite, il y a aussi les prêts obligataires. Donc on va émettre des titres qui seront... Enfin, la société va émettre des titres qui seront vendus, qui vont permettre de financer le développement ou des opérations de croissance, de promotion. Le crowdfunding, ça, on le connaît depuis un moment. Ouais. En ce moment, Il a eu un peu de peine. mis à mal. Ouais. La copromotion, on en a parlé. Ça, c'est vraiment un grand sujet. Puis après, il y a des petites astuces, avoir des promesses de vente qui vont être plus longues, qui vont nous permettre d'engranger plus de réservations et de démarrer avec plus de capitaux et de faire appel à moins de dettes. Il y a aussi des différés de paiement. On peut négocier avec un vendeur qu'une partie lui soit payée le jour de l'acquisition et le reste 1 an, 2 ans plus tard, ce qui permet de donner un peu de souffle. D'accord, donc des solutions existent, Oui. on le voit, hein, la finance Oui. est toujours imaginative. Oui. Ça veut dire, Emmanuel Berda, pour vous qui avez passé des grands groupes voilà, à votre propre structure, on peut encore gagner sa vie dans la promotion aujourd'hui? Alors, gagner 7% de marge, c'est aussi gagner sa vie. Ça n'a rien de ridicule, mais c'est plus le même modèle. Vous l'avez vu, on en parlait au début. C'est moins de collaborateurs, c'est des sièges sociaux peut-être un peu moins fastueux. On va être un peu plus On va être dans la modeste. sobriété. Dans la sobriété. Et après, je pense que pour gagner sa vie, et ça, je dirais que c'est un classique, c'est très très bien négocier les fonciers. Pendant très longtemps, on a été à la surenchère. On a acheté les fonciers bien trop chers et ça a créé des références. Bien sûr. Il y a aussi très très bien monté ces opérations. Dans la minutie, dans la finesse, avoir des beaux produits, des produits qui collent au marché, ne pas perdre de surface, optimiser. Donc la qualité du montage. Le pilotage de sa trésorerie, très très important, de ses dépenses, de ses recettes, il faut vraiment être dans la dentelle. Des opérations moins grosses. On a fait, moi, dans une autre vie, chez Marignan, j'ai développé des opérations de plus de 50 000 m². Ça veut dire 700 logements. Oui. Aujourd'hui, il faudrait 7 ans pour les vendre. C'est plus possible. Donc on fait petit. On fait plus petit. On fait du 45 ans de logement. Ça s'écoule plus vite, ça se finance plus vite. Et on essaye de créer de regarder vraiment des opérations génératrices de marge. On est vraiment dans un métier de création de valeur. On n'est plus dans un métier d'évidence et de plus-value constante. Voilà, en tout cas, un métier qui se transforme, mais qu'on peut continuer bien évidemment à exercer, et vous en êtes la preuve. Merci Emmanuel Berda. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de Schéma Immobilier, et à très bientôt sur À Smart bientôt. Imo. Merci beaucoup.